Bienvenue sur Bibliovoix. Et si je vous disais que votre salaire, ce chèque que vous attendez chaque mois avec une apparente certitude, est en réalité l'actif le plus risqué de votre patrimoine? Pour la plupart d'entre nous, on nous a appris que la sécurité résidait dans l'emploi, mais en réalité, nous sommes tombés dans le piège du revenu, un système où, si vous arrêtez de travailler, l'argent s'arrête de couler. Le livre que nous explorons aujourd'hui est bien plus qu'un guide financier, c'est un manifeste pour une transformation radicale de votre rapport au temps et à l'argent. À travers ces pages, nous allons disséquer la physique des actifs pour comprendre pourquoi posséder des signes de richesse n'est pas la même chose qu'être réellement riche. Nous allons explorer l'équation de la liberté temporelle pour apprendre à décorréler enfin votre temps de votre capacité de gain. De l'immobilier numérique aux systèmes automatisés, ce que nous appelons l'employé invisible, ce voyage vous emmènera des fondations de la réinvestissement jusqu'à la création d'un héritage qui dépasse votre propre existence. Nous ne parlons pas ici de devenir riche rapidement, mais de bâtir intelligemment. Nous allons apprendre à transformer des idées en flux de redevances permanents et à protéger votre futur contre l'inflation et la volatilité. Préparez-vous à changer de paradigme, car la véritable richesse ne se mesure pas à ce que vous gagnez, mais à la liberté que vous possédez. Parce qu'au-delà des chiffres et des graphiques, c'est votre sérénité et le temps passé avec ceux que vous aimez qui comptent vraiment. Rejoignez la famille Bibliovoix pour que, ensemble, nous redonnions à votre voix et à votre destin la liberté qu'ils méritent. Le piège du revenu. Pourquoi votre salaire est l'actif le plus risqué que vous possédez? Dans ce chapitre inaugural, l'auteur bouscule l'une des croyances les plus ancrées de notre société, l'idée que le salariat est le chemin le plus sûr vers la stabilité financière. En réalité, le salaire est décrit comme une drogue de confort qui nous maintient dans une vulnérabilité extrême sans que nous en ayons conscience. Le premier argument est celui du point de rupture unique. Si 100% de vos revenus proviennent d'une seule source, votre employeur, votre sécurité ne tient qu'à un fil. Un licenciement, une restructuration économique ou un problème de santé et votre flux financier s'arrête instantanément. Contrairement à un portefeuille d'actifs diversifiés, le salaire ne possède aucune redondance. Vous êtes une machine qui, si elle s'arrête de tourner, cesse de produire. L'auteur explore ensuite la linéarité du temps contre l'argent. Dans le piège du revenu, votre capacité de gain est plafonnée par vos heures de travail. Puisque le temps est une ressource finie, votre richesse l'est aussi. Pire encore, le salaire est souvent l'actif le plus lourdement taxé et le plus lent à s'ajuster face à l'inflation, ce qui signifie que votre pouvoir d'achat s'érode silencieusement chaque année. Enfin, l'analyse du coût d'opportunité psychologique. Le salaire crée une illusion de sécurité qui nous empêche de prendre les risques nécessaires pour bâtir de véritables systèmes de richesse. En acceptant le chèque de fin de mois, nous déléguons la gestion de notre destin financier à un tiers. L'essentiel à retenir. La véritable sécurité ne réside pas dans le montant de votre chèque de paie, mais dans la multiplication de vos sources de revenus indépendantes de votre présence physique. La physique des actifs. Comprendre la différence entre la richesse et l'apparence de la richesse. Le deuxième chapitre nous plonge dans une analyse presque scientifique de nos possessions. L'auteur y introduit le concept de physique des actifs, postulant que chaque objet ou investissement possède une force d'attraction financière soit positive, soit négative. La distinction est cruciale. La richesse est ce que vous ne voyez pas, tandis que l'apparence de la richesse est ce qui s'évapore. L'idée centrale est la lutte entre les actifs et les passifs. Un actif est un moteur. Il travaille pour vous, générant des intérêts, des dividendes ou de la plus-value, force d'attraction positive. À l'opposé, l'apparence de la richesse, voitures de luxe, vêtements de créateurs, gadgets technologiques, est composée de passifs qui subissent une entropie financière. Ce sont des objets qui perdent de la valeur à la seconde où ils sont acquis et qui exigent en plus des frais d'entretien. L'auteur utilise une métaphore frappante. La plupart des gens utilisent leur capital pour acheter des trophées avant même d'avoir construit le système qui les finance. C'est ce qu'il appelle la richesse fragile. La véritable richesse, la richesse solide, est invisible.
Elle réside dans les comptes de courtage, les titres de propriété et les systèmes automatisés. Elle ne cherche pas l'approbation sociale, mais l'autonomie financière. Ce chapitre nous apprend à regarder au-delà du brillant. On y découvre que posséder un objet de luxe avec son salaire est un signe de servitude, tandis que le posséder grâce au flux de trésorerie de ses actifs est le signe d'une maîtrise de la physique financière. L'essentiel à retenir: la richesse est la capacité de survivre un grand nombre de jours sans travailler, tandis que l'apparence de la richesse est simplement le résultat d'un argent déjà dépensé et disparu. L'équation de la liberté temporelle. Découpler le travail des gains en capital. Le 3e chapitre s'attaque au plus grand mensonge de l'ère industrielle, l'idée que le temps est notre seule monnaie d'échange. L'auteur y présente l'équation de la liberté temporelle, un modèle mathématique et philosophique visant à briser le lien direct entre l'heure passée à travailler et l'euro récolté. Pour la majorité des actifs, le gain est linéaire. Pour gagner plus, il faut travailler plus. Or, le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas multiplier. L'auteur démontre que tant que vous vendez votre temps, vous ne possédez pas une carrière, mais une location de vie. La véritable liberté commence au moment où vous passez à un modèle de rendement exponentiel ou asymétrique. Le cœur du chapitre repose sur le concept de découplage. Découpler signifie créer un système où l'apport de capital ou de travail initial génère des bénéfices de manière autonome. L'auteur explique comment utiliser le capital comme une armée de travailleurs qui ne dort jamais. Au lieu de travailler pour l'argent, vous apprenez à devenir l'architecte de systèmes qui capturent la valeur du marché 24 heures sur 24. L'essentiel à retenir, la liberté temporelle n'est pas le résultat d'un gros salaire, mais le fruit d'une structure où vos revenus sont déconnectés de votre présence physique. C'est l'art de gagner sa vie pendant que l'on dort pour mieux profiter de sa vie quand on est éveillé. L'immobilier numérique. Bâtir des systèmes évolutifs dans l'économie moderne. Le 4e chapitre nous fait entrer dans l'ère de la richesse immatérielle. L'auteur y dresse un parallèle fascinant entre la pierre traditionnelle et ce qu'il nomme l'immobilier numérique. Tout comme un immeuble de rapport génère des loyers, un actif numérique, qu'il s'agisse d'un site web, d'un logiciel SaaS, d'une chaîne YouTube ou d'une base de données, génère des flux de trésorerie avec des avantages structurels inédits. L'atout majeur de cet immobilier moderne est son évolutivité, scalability. Dans le monde physique, doubler la capacité d'un hôtel demande des travaux titanesques. Dans le monde numérique, passer de 100 à 100 000 utilisateurs n'entraîne souvent qu'une augmentation marginale des coûts de serveur. L'auteur explique comment ces systèmes permettent d'atteindre des marges bénéficiaires que l'économie traditionnelle ne peut tout simplement pas offrir. Le chapitre détaille les 3 piliers d'une propriété numérique prospère. L'attention, le trafic et l'audience sont les nouveaux terrains fertiles. L'autorité, la confiance et la marque numérique agissent comme la fondation de l'édifice. Et l'automatisation, le système doit pouvoir vendre et délivrer la valeur sans intervention humaine constante. L'auteur insiste sur le fait que l'immobilier numérique est l'outil de démocratisation par excellence. Contrairement à l'immobilier physique qui nécessite un capital de départ important ou un crédit bancaire, l'immobilier numérique se bâtit d'abord avec de la sueur intellectuelle. C'est un actif qui permet de transformer des pixels en revenus réels, offrant une protection unique contre les crises géographiques traditionnelles. L'essentiel à retenir, à l'ère moderne, ne pas posséder d'actifs sur Internet revient à posséder un terrain sans accès à la route. L'immobilier numérique est le pont qui relie votre expertise à une économie mondiale disponible 24 heures sur 24. Le moteur des intérêts composés. Utilisez le réinvestissement pour alimenter une croissance exponentielle. Dans ce chapitre, l'auteur nous invite à changer radicalement de perspective temporelle. Si les chapitres précédents expliquaient comment créer de la valeur, celui-ci traite de la manière de la multiplier. Le moteur des intérêts composés n'est pas simplement un concept financier, c'est une loi de la nature qui transforme la patience en puissance de feu économique. Le concept central est le réinvestissement systématique. L'auteur explique que la plupart des épargnants commettent l'erreur de consommer leurs gains dès qu'ils apparaissent, les fruits de l'arbre. À l'inverse, l'investisseur averti replante chaque graine.
Ce processus crée une boucle de rétroaction où les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts, entraînant une accélération de la courbe de richesse qui devient verticale avec le temps. L'auteur insiste sur 3 variables critiques qui déterminent la puissance de votre moteur. Le temps, la durée, c'est le facteur le plus puissant. Commencer tôt est plus important que de commencer avec beaucoup. Le taux de rendement. Même une différence d'1% ou 2% sur le long terme peut doubler la valeur finale de votre patrimoine. La discipline du ne pas interrompre. Le moteur des intérêts composés est fragile au début. Le stopper pour un achat impulsif, c'est condamner une fortune future. Le chapitre se conclut sur une mise en garde. Les intérêts composés travaillent dans les 2 sens. L'inflation et les dettes à la consommation utilisent cette même force contre vous, creusant un trou exponentiel. Maîtriser ce moteur, c'est passer du statut de victime du système à celui de bénéficiaire de sa croissance. L'essentiel à retenir. La richesse n'est pas le produit d'un événement unique ou d'un coup de chance, mais le résultat de la répétition obstinée de petits gains réinvestis. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la trajectoire et le temps passé sur la piste. La propriété intellectuelle. Transformer les idées en flux de redevances permanentes. Dans ce chapitre, l'auteur explore l'actif le plus sous-estimé et pourtant le plus puissant de l'économie moderne, l'idée. Contrairement aux actifs physiques qui s'usent ou se partagent, la propriété intellectuelle, PI, possède une caractéristique unique, elle est inépuisable. Une fois créée, une idée peut être vendue, louée ou licenciée à l'infini sans que son créateur n'ait à la produire à nouveau. Le concept clé ici est celui de la redevance ou royalty. L'auteur explique que la véritable richesse intellectuelle consiste à transformer un effort créatif unique, l'écriture d'un livre, la composition d'une musique, le dépôt d'un brevet ou la création d'une méthode de formation, en une source de revenus qui coule pendant des décennies. C'est le passage du statut d'artisan, payé à la tâche, à celui d'auteur ou d'inventeur, payé à l'utilisation. L'auteur détaille les différentes formes de pays accessibles aujourd'hui. Le droit d'auteur, protéger le contenu, écrit, vidéo, cours en ligne. Les marques, construire une identité dont la valeur dépasse le produit lui-même. Les licences, autoriser d'autres entreprises à utiliser votre savoir-faire en échange d'un pourcentage sur leurs ventes. Un point crucial abordé est la protection juridique. Sans protection, une idée n'est qu'un concept. Avec un cadre légal, elle devient une propriété. Le chapitre démontre comment, dans un monde saturé d'informations, la rareté ne réside plus dans l'objet, mais dans le droit exclusif d'exploiter une solution spécifique à un problème. L'essentiel à retenir. La propriété intellectuelle est la forme ultime de levier. C'est l'art de faire travailler votre esprit une seule fois pour être payé pour toujours. C'est le passage définitif de la vente de votre temps à la vente de votre génie. Les actifs tangibles à flux de trésorerie. La puissance de l'immobilier et des matières premières. Le 7e chapitre opère un retour aux sources en explorant les actifs physiques. Si le numérique offre l'évolutivité, les actifs physiques offrent une stabilité intrinsèque et une protection contre l'effondrement des monnaies fiduciaires. L'auteur se concentre ici sur 2 piliers, l'immobilier physique et les matières premières, commodities. L'intérêt majeur de l'immobilier réside dans sa capacité à générer des revenus grâce à l'effet de levier. C'est l'un des rares domaines où les banques acceptent de vous prêter de l'argent pour acquérir l'actif lui-même. Le chapitre explique comment transformer une dette en richesse, en utilisant le loyer payé par un tiers pour rembourser le capital emprunté, tout en conservant le surplus, le cash flow. À terme, vous possédez un bien dont la valeur a crû, entièrement payé par autrui. L'auteur aborde ensuite les matières premières, or, argent, pétrole, terres agricoles, non pas comme des objets de spéculation, mais comme des réserves de valeur. Contrairement aux actions qui peuvent tomber à zéro, une terre agricole ou un lingot d'or possède une valeur d'utilité qui ne disparaîtra jamais. Le texte met un accent particulier sur les terres productives, qui combinent la rareté du terrain et le flux de trésorerie issu des récoltes. Un point crucial est abordé, la protection contre l'inflation. Les actifs tangibles ont tendance à voir leur prix augmenter proportionnellement au coût de la vie. Posséder des murs ou des ressources naturelles, c'est posséder une part de l'économie réelle qui ne peut pas être imprimée par une banque centrale.
L'essentiel à retenir, les actifs tangibles sont les ancres de votre portefeuille. Ils apportent la résilience nécessaire pour traverser les crises. En combinant le levier bancaire et la demande universelle pour le logement et les ressources, vous bâtissez une forteresse financière inébranlable. L'employé invisible. Automatisez les opérations de votre entreprise. Dans ce 8e chapitre, l'auteur s'attaque au dernier obstacle qui sépare l'entrepreneur de la liberté totale, la gestion quotidienne. Il introduit le concept révolutionnaire de l'employé invisible, une métaphore désignant l'ensemble des systèmes technologiques et des processus qui travaillent en arrière-plan sans intervention humaine. L'idée centrale est que si votre présence est requise pour que votre entreprise fonctionne, vous ne possédez pas un actif, mais un emploi chronophage. L'auteur nous apprend à passer du rôle de moteur de l'entreprise à celui d'architecte. Pour y parvenir, il détaille 3 niveaux d'automatisation. L'automatisation logicielle, utiliser des outils, IA, CRM, autorépondeurs pour gérer les tâches répétitives comme le marketing, la facturation et le support client. Ces outils sont les employés les plus fidèles. Ils travaillent 24 heures sur 24, ne tombent jamais malades et coûtent une fraction d'un salaire. La systématisation, SOP, créer des protocoles standards si précis que n'importe quelle tâche peut être déléguée ou exécutée par un script. C'est l'art de transformer le génie individuel en un processus industriel. L'externalisation intelligente, utiliser des plateformes mondiales pour déléguer les tâches à haute valeur ajoutée, permettant à l'entrepreneur de ne se concentrer que sur la stratégie. Le chapitre démontre que l'automatisation n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est une question de valeur de revente. Une entreprise automatisée vaut 10 fois plus qu'une entreprise dépendante de son fondateur, car elle peut être transférée sans risque. L'essentiel à retenir, votre objectif ne doit pas être de travailler dans votre entreprise, mais sur votre entreprise. L'employé invisible est le levier qui vous permet de multiplier votre impact tout en regagnant la possession de votre temps. Atténuation des risques, protégez votre portefeuille contre l'inflation et la volatilité. Dans ce 9e chapitre, l'auteur change de posture. Après la conquête, vient la défense. Il part d'un constat brutal. Il est plus facile de perdre sa fortune que de la construire. Le risque ne vient pas seulement des krachs boursiers, mais aussi de l'ennemi silencieux, l'inflation, qui grignote le pouvoir d'achat des liquidités stagnantes année après année. L'auteur présente une stratégie de défense à 3 niveaux pour construire un portefeuille antifragile. La diversification structurelle, il ne s'agit pas seulement de posséder différentes actions, mais de posséder des classes d'actifs qui réagissent de manière opposée aux cycles économiques. Lorsque les actions chutent, volatilité, l'or ou les obligations peuvent servir de rempart. C'est le principe de la corrélation négative. La protection contre l'inflation. L'auteur explique pourquoi garder trop de cash est un risque majeur. L'auteur préconise l'investissement dans des actifs réels, immobilier, matières premières, entreprises avec un fort pouvoir de fixation des prix, qui ajustent mécaniquement leur valeur à la hausse lorsque la monnaie se dévalue. La gestion de la volatilité. L'auteur fait une distinction cruciale entre le risque, la perte permanente de capital, et la volatilité, les fluctuations temporaires. Il enseigne des techniques comme le dollar cost averaging, investir de manière constante peu importe le prix, pour lisser les risques de marché et transformer la panique des autres en opportunité d'achat à bas prix. Enfin, le texte aborde la marge de sécurité. C'est le principe de ne jamais s'exposer à un risque de ruine totale, même si la probabilité est faible. En finance, celui qui survit gagne par défaut. L'essentiel à retenir, l'atténuation des risques n'est pas une question de peur, mais de mathématiques. En protégeant votre capital contre l'inflation et en restant serein face à la volatilité, vous garantissez que le moteur de vos intérêts composés ne s'arrêtera jamais de tourner. La psychologie de la détention. Maintenir la discipline pendant les cycles du marché. Le 10e chapitre nous amène sur le terrain de la finance comportementale. L'auteur y soutient une thèse provocatrice. Votre succès financier à long terme dépend moins de votre quotient intellectuel que de votre tempérament. La psychologie de la détention est l'art de rester immobile quand tout le monde s'agite et de suivre son plan quand ses instincts crient de fuir.
L'auteur analyse les cycles du marché non pas comme des événements économiques, mais comme des manifestations de la psychologie humaine collective, oscillant entre l'euphorie et la terreur. Il détaille les deux plus grands ennemis de l'investisseur. La cupidité, pendant les hausses, elle pousse à prendre des risques inconsidérés et à abandonner sa stratégie pour chasser le prochain coup de chance. La peur, pendant les baisses, elle déclenche le réflexe de vente au pire moment, transformant une perte théorique sur papier en une perte réelle et définitive. Le concept clé ici est le biais de récence, notre tendance naturelle à croire que ce qui s'est passé hier continuera demain. L'auteur explique comment reprogrammer son cerveau pour voir la volatilité non pas comme une menace, mais comme le prix d'entrée pour des rendements supérieurs. Il introduit la notion de capacité de sommeil. Si vos investissements vous empêchent de dormir, c'est que votre exposition au risque dépasse votre force psychologique. Pour maintenir la discipline, le chapitre propose des outils concrets. L'automatisation des décisions pour court-circuiter l'émotion, la tenue d'un journal d'investissement et la focalisation exclusive sur les fondamentaux plutôt que sur le bruit médiatique. L'essentiel à retenir, le marché financier est un outil conçu pour transférer l'argent des impatients vers les patients. Maîtriser la psychologie de la détention, c'est comprendre que dans l'investissement, la passivité est souvent la forme d'action la plus rémunératrice. Richesse et efficacité fiscale, stratégie pour conserver ce que vous gagnez. Dans ce 11e chapitre, l'auteur aborde la fiscalité non pas comme une fatalité administrative, mais comme la plus grosse dépense de votre vie. Il démontre que sans une stratégie d'efficacité fiscale, vous travaillez en réalité une grande partie de l'année pour le gouvernement avant de commencer à bâtir votre propre patrimoine. La thèse est simple, ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, mais ce que vous gardez. L'auteur commence par expliquer la différence fondamentale entre l'évasion fiscale illégale et l'optimisation fiscale, l'utilisation intelligente des lois. Il souligne que le Code des impôts est en réalité une série d'incitations. Le gouvernement récompense ceux qui prennent des risques que l'État ne veut pas assumer, comme fournir des logements, immobiliers ou créer des emplois, entrepreneuriat. Le chapitre détaille plusieurs leviers stratégiques. Le choix de la structure juridique, passer du statut de particulier, taxé sur le revenu brut, à celui de société, taxé sur le bénéfice net après déduction des charges. L'arbitrage entre revenus et dividendes, comprendre comment l'imposition des gains en capital est souvent plus favorable que celle du travail salarié. L'utilisation des comptes différés, utiliser des véhicules d'investissement spécifiques comme le PEA ou l'assurance vie en France pour laisser les intérêts composés croître à l'abri de l'impôt le plus longtemps possible. Enfin, l'auteur insiste sur l'importance de la localisation des actifs. Placer les investissements les plus lourdement taxés dans des enveloppes fiscales protégées peut faire une différence de plusieurs millions sur une vie entière. L'essentiel à retenir, la fiscalité est le vent de face de votre croissance financière. Apprendre à naviguer avec ce vent plutôt que de lutter contre lui est ce qui sépare les hauts revenus de la véritable richesse durable. Le plan multigénérationnel, bâtir pour l'après-soi, au-delà d'une vie. Le dernier chapitre clôture ce voyage en déplaçant le curseur de la réussite individuelle vers la pérennité familiale. L'auteur y explore le concept de l'après-soi, affirmant que la forme la plus haute de la maîtrise financière n'est pas de mourir riche, mais de bâtir une structure capable de soutenir et d'éduquer les générations qui nous suivront. L'idée centrale est de briser le cycle tragique du « de la chemise à la chemise » en 3 générations, où la fortune créée par le premier est stabilisée par le deuxième et gaspillée par le troisième. Pour contrer cela, l'auteur propose de bâtir une institution familiale plutôt qu'un simple héritage en espèces. Cela passe par 2 piliers. Le capital financier structurel, l'utilisation d'outils comme les holdings familiales, les trusts ou les fondations. Ces structures protègent les actifs contre la fragmentation et garantissent que le moteur des intérêts composés continue de tourner sans être démantelé à chaque succession. Le capital intellectuel et moral, c'est le point le plus crucial du chapitre. Transmettre de l'argent sans transmettre les compétences pour le gérer est le meilleur moyen de causer la perte de ses héritiers. L'auteur insiste sur la rédaction d'un testament éthique ou d'une charte familiale définissant les valeurs, l'éducation et la philosophie de risque de la famille.
Le chapitre se termine sur une réflexion philosophique. Bâtir pour l'après-soi change nos décisions présentes. On ne plante pas un chêne pour s'asseoir à son ombre, mais pour que nos petits-enfants profitent de la sienne. Cette vision à 100 ans élimine la tentation des raccourcis risqués et impose une discipline de fer. L'essentiel à retenir: un plan multigénérationnel transforme la richesse en un outil de liberté perpétuelle. C'est l'acte ultime de générosité, créer un système qui offre aux vôtres non pas une vie d'oisiveté, mais un socle solide pour accomplir de grandes choses bien après que votre propre voie se soit tue. La voie vers la souveraineté financière. Ce livre est bien plus qu'un manuel d'investissement. C'est une boussole pour naviguer dans la complexité de l'économie moderne. En refermant ces pages, une vérité s'impose. La liberté ne s'achète pas avec un salaire, elle se construit avec des systèmes. Nous avons commencé par démasquer l'illusion de sécurité du salariat, ce fameux piège du revenu, pour comprendre que la véritable stabilité réside dans la diversification et la possession d'actifs. Nous avons appris à distinguer la richesse réelle des simples trophées de l'apparence en appliquant les lois de la physique des actifs. Le cœur du voyage nous a révélé le pouvoir des leviers, l'effet multiplicateur des intérêts composés, la scalabilité de l'immobilier numérique et la pérennité de la propriété intellectuelle. Nous avons découvert comment automatiser notre succès grâce à l'employé invisible et comment protéger nos acquis contre les tempêtes de l'inflation et de la fiscalité. Enfin, l'ouvrage nous a élevés vers une vision plus haute, celle du plan multigénérationnel, où l'argent cesse d'être une fin en soi pour devenir un héritage de valeurs et de liberté pour ceux qui nous suivront. Le message ultime de l'auteur est clair: la richesse n'est pas une question de chance, mais de discipline, de psychologie et de vision à long terme. C'est la transition d'une vie passée à échanger son temps contre de l'argent vers une vie où votre capital et vos idées travaillent pour vous. Rejoignez notre communauté sur Bibliovoix, car chaque livre que nous explorons ensemble est une pierre supplémentaire à l'édifice de votre propre liberté. Ne laissez pas votre avenir au hasard, donnez-lui une voix.